Madame Pérondoise, quelle conclusion peut-on tirer de ce sommet de l'APEC 2025? Quels ont été les points forts à retenir? Je pense qu'il était effectivement important d'avoir, dans ce contexte de tension commerciale déclenchée par les initiatives tarifaires de Donald Trump, il était vraiment important d'avoir ce sommet de la PEC pour, je dirais, relancer une dynamique multilatérale, rassurer les principales économies asiatiques et revenir au principe fondateur de la PEC, qui est quand même le libre-échange, et éroder cette impression de frontières tarifaires qui ont été très clairement mises en place à la suite donc des initiatives de Donald Trump. Donc il est bon que les principales économies de cette zone asiatique, qui sont extrêmement importantes pour le reste du monde, soient rassurées et puissent continuer à travailler sur les bases du libre-échange, à vrai dire. Alors que le sommet de l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, s'est tenu en même temps, c'est un hasard du calendrier, en même temps que l'APEC, qui sont toutefois deux forums non contraignants, soit dit en passant, on a le droit de se demander à quoi servent ces grands sommets comme celui de l'APEC. Ils avaient quand même deux objectifs différents. Vous l'avez dit, l'APEC est un forum qui est centré sur l'économie. Le sommet des 11 pays de l'ASEAN, 11 puisqu'en fait ils ont accueilli le Timor comme nouveau membre lors de ce dernier sommet, a une vocation beaucoup plus large. Et même si tous les deux travaillent sur l'intégration de chacun des membres, eh bien, les décisions de l'ASEAN sont beaucoup plus contraignantes, puisqu'on a tendance d'ailleurs à comparer l'ASEAN à l'Union européenne. Le forum de l'APEC repose effectivement sur la bonne volonté des uns et des autres, sur des engagements, mais n'est pas contraignant. Donc le consensus est quelque chose d'extrêmement important. Mais est-ce que ce ne sont pas finalement... Est-ce que le risque, c'est que ce ne soit pas que de simples vitrines économiques ou diplomatiques même, parce qu'on a du mal à voir les décisions concrètes qui sont produites? À vrai dire, vous n'avez pas le même nombre de membres, ce qui change quand même le format, puisque vous avez les 11 pays d'Asie du Sud-Est au sein de l'ASEAN, et même si l'ASEAN a des formats plus larges, c'est-à-dire que vous avez ASEAN plus 3, en ajoutant par exemple la Corée du Sud, le Japon et la Chine, avec le forum de l'APEC, vous avez 21 États membres, dont Taïwan d'ailleurs, qui est un membre de cette communauté, ce qui est assez étonnant, mais montre effectivement le souci d'être très très inclusif, regardant ce forum et la participation de tous les pays de la zone Asie-Pacifique, où on trouve quand même les économies des pays industrialisés qui sont des éléments absolument moteurs. Je pense au Canada, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, à la Corée du Sud et bien sûr aux États-Unis. Donc vous avez quand même un format qui est très très différent. Dernière question, vous avez nommé le Japon, qui évoque désormais une relation stable avec la Chine. Est-ce que c'est le signe pour Pékin d'assouplir sa diplomatie régionale ou juste une pause stratégique ? Écoutez, je pense que la Chine est quand même le pays qui s'est imposé durant cette semaine, puisque le président Xi Jinping était également au sommet de l'ASEAN, et il a été le seul, si vous voulez, en tant que grande puissance à être présent au sommet de l'APEC. Donc les relations et le dialogue apaisé avec son voisin japonais, comme avec le voisin sud-coréen, puisque là, avec le Japon et la Corée du Sud, nous avons les deux principaux alliés des États-Unis dans la région, eh bien c'était important effectivement que la Chine ait un dialogue apaisé et cesse d'être perçue littéralement comme une menace, même si la réalité des faits fait que effectivement la Chine reste quand même un voisin assez turbulent pour le Japon comme la Corée du Sud. Merci Marianne Pérondoise. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique à l'IRIS.